Bonjour à tous, nouveau numéro de Lyon Politique sur le plateau de Lyon Mac TV aujourd'hui. Raphaël Ruffier-Fossoul et Damien Gouy-Perret, le conseiller municipal de Vénissieux Farid Ben Moussa et l'ancien journaliste Slim Mazni. Bonjour messieurs. Bonjour Alexis. Bonjour. 3 sujets soumis au débat du jour, les bouquinistes, les changeurs de perrache et Laurent Wauquiez décrié. C'est une institution lyonnaise, le marché des bouquinistes les dimanches sur le quai de la Pêcherie. Les écologistes ont réussi à les froisser car il a été décidé de prolonger la piste cyclable sur cette portion du quai qui est effectivement dangereuse pour les cyclistes, ce qui va demain empêcher les bouquinistes d'y garer leurs camionnettes et de pouvoir décharger leurs livres. Il y aura également 5 semaines de travaux qui vont perturber la bonne tenue du marché. Alors ma question, c'est est-ce que le vélo est plus fort que le patrimoine lyonnais? Damien, pour commencer. Évidemment, on commence par moi. Je crois que c'est encore la démonstration du fait que l'histoire de Lyon, le patrimoine, ils ne s'en soucient pas du tout. Leur priorité absolue, c'est de faire des pistes cyclables. Ces pistes cyclables, c'est une bonne chose. Après, peut-être qu'il aurait fallu trouver des moyens d'aménager, de faire en sorte que ce soit plus simple pour les bouquinistes. Là, si j'ai bien compris, ils vont être obligés de se garer de l'autre côté, avoir des espaces de l'autre côté du quai, transporter leurs livres, faire des allers-retours. C'est pas hyper simple. Bon, ça va les froisser. Je trouve que c'est un peu dommage. Moi, ce qui m'a perturbé le plus, c'est pas cette décision. Ce qui m'a perturbé le plus, c'est la déclaration de Camille Auger qui dit... Qui est l'adjointe au maire chargée du commerce. Voilà, Camille Auger qui n'était pas née quand ces bouquinistes se sont installés. Vous non plus. Et qui explique très gentiment qu'elle va leur faire une campagne de communication d'ici l'été pour mieux les faire connaître. Alors là, elle m'a fait doucement sourire. Parce que je me dis que d'abord, les gens connaissent très bien ces bouquinistes depuis des années, ils ne l'ont pas attendu. Il faut croire qu'elle ne doit pas être très lyonnaise ou alors qu'elle est vraiment très très jeune. Je ne vois absolument pas ce que ça apportera à ces gens-là qu'on leur fasse une campagne de communication. Les gens qui ont envie d'aller voir les bouquinistes n'ont pas attendu Camille Auger pour ça. Donc oui, encore une fois, on est dans la démonstration que c'est un rouleau compresseur, ces pistes cyclables, elles doivent passer partout au détriment de tout, même si, je le redis, c'est certainement une bonne chose de faire des pistes cyclables, mais là, ça manque aussi un peu de concertation, et je me mets à leur place, et je comprends que ça leur pose un problème. Raphaël ? Oui, moi je trouve que ça démontre surtout à quel point l'opposition est caricaturale à Lyon, parce que sur le moindre projet, on entend ce type d'argument. Alors, à vous entendre, en fait, on ne construit jamais un tramway, on ne rénove jamais une voirie dans l'agglomération, parce qu'évidemment, dès qu'on fait des travaux, les commerçants autour vont perdre un chiffre d'affaires pendant le temps des travaux. Donc, on va essayer de trouver des compensations qui peuvent être des campagnes de communication. Enfin, c'est du très classique. Et puis, en général, les commerçants qui se sont bien plaints pendant la période des travaux sont ravis après parce que quand l'environnement urbain a été réaménagé, et là, ça va être le cas sur ces quais, il y aura plus de monde qui se promèneront, ils auront plus de clientèle. Donc, on est dans un jeu extrêmement classique. 5 semaines de travaux, c'est quand même pas grand-chose. Qu'est-ce qui serait passé s'ils avaient eu un tram sur les quais? Et franchement, demander à des bouquinistes de prendre un diable pour traverser la rue plutôt que de se garer à peu près 5 mètres plus près, je ne vois pas ce que ça change. Alors les bouquinistes, ils vont devoir avoir un diable pour traverser une rue traversée par des voitures, plus une piste cyclable sécurisée. Avec leur diable, ça va être simple, plus monter les marches. Il faut un peu se mettre dans la configuration. J'entends, effectivement, 5 semaines, c'est pas grand-chose. Le souci, il n'est pas là. Le souci, c'est de dire, et après, on fait comment? Il faut se mettre à la place des bouquinistes qui transportent des kilos et des kilos. Moi, ce que je vois, c'est que... pas juste transporter les kilos, qui vont devoir traverser une rue très circulante, plus une double piste cyclable très circulante, plus monter les marches. C'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait l'approche que j'en ai. C'est un peu facile de dire que dans l'opposition systématique, on va aller taper toute décision, etc. Mais il faut donner toutes les informations, et là, toutes les informations... Après, on voir l'âge des bouquinistes. Ils sont plus proches des 60, 70 ans que du 20 ans. Donc je les vois bien traverser avec leur diable. Je suis déjà même pas sûr qu'ils savent l'utiliser. Ils ouvrent leur 4L et ils mettent les livres habituellement. Là, ça va être un peu plus compliqué. Après, moi, l'histoire des bouquinistes, je suis assez d'accord avec Raphaël. 5 semaines de travaux, c'est dans tout, c'est assez logique. Après, le patrimoine, il bouge. On dit le patrimoine, mais le patrimoine d'hier, c'est pas le patrimoine de demain. Donc on est peut-être en train de créer du patrimoine, là. Il faut se rappeler que Louis Pradel, il voulait faire passer carrément une autoroute dans Saint-Jean. Une chance, il ne l'a pas fait. Là, on parle d'un échangeur dans le prochain sujet. Il est rentré dans le patrimoine, puisque aujourd'hui, à l'époque, on l'avait tous décrié, à l'époque, mais aujourd'hui, on est en train de le transformer en plus beau. Moi, le truc le plus important dans cette histoire, c'est surtout, il y a encore la mairie qui n'est pas d'accord avec la métropole. Parce que Camille Auger, on ne les connaît même plus. C'est-à-dire Camille Auger, elle n'est pas d'accord, elle dit non mais on va vous améliorer, alors que la métropole, ils n'avaient même pas décidé de discuter avec eux. On leur met une autoroute de vélo avec des mecs qui n'en ont rien à foutre et qui pilent,
Ça leur posait pas de problème. Mais Camille, elle essaie de récupérer, etc. On va voir comment ça va avancer. Mais c'est vrai que je suis d'accord, 5 semaines, c'est pas grand-chose. Mais après, je pense qu'il y a toujours une solution. Ils auraient pu trouver une solution pour que le déchargement se fasse sans vérité. Et après, un petit point qui revient à moi. Le premier livre d'occasion que j'ai acheté, je l'ai acheté là. Donc ça me fait un petit quelque chose. Et je me dis, on devrait plus les aider qu'autre chose. Slim ? Ce dossier, je ne comprends même pas la polémique. Le sujet, c'est que ce marché est pérennisé, il va continuer d'exister après les travaux. On nous explique qu'il y a un problème avec les bouquinistes qui ont été concertés d'ailleurs, depuis plusieurs semaines. Donc, et puis c'est assez classique, hein. Moi je rejoins Raphaël là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on a des commerçants qui se plaignent de travaux, et c'est toujours habituel en fait. Voilà. Ce marché va continuer d'exister. Oui, il y a quelques habitudes qui seront modifiées. Bon, je vois pas bien le sujet de polémique sur un marché qui va continuer d'exister, qui est un patrimoine lyonnais. Moi, c'est pareil, c'est comme Farid, j'habitais quelque part là quand j'étais étudiant et j'allais chercher des livres. Pour le reste, je trouve qu'il faut accepter que la ville évolue. Il y a une piste cyclable qui va passer là, c'est les voies lyonnaises, c'est le sens de l'histoire. Et oui, il y a quelques habitudes qui vont être modifiées pour les bouquinistes. Il y a des solutions, en effet, des diables, etc. Je ne pense pas honnêtement qu'à l'usage, à terme, ça rencontre beaucoup de difficultés. Donc pour vous, c'est une caste qui avait des privilèges et Non, c'est pas une caste. C'est toujours, enfin, on est dans un schéma très habituel avec des commerçants qui ont des habitudes ancrées depuis longtemps, de longue date. Et là, on vient modifier quelques habitudes ancrées. Et donc oui, ça crée quelques crispations. Mais il n'est pas utile d'en faire une polémique. Alors Camille Auger, sur la proposition d'en faire une campagne de communication, c'est toujours utile. C'est toujours utile, Damien, de faire une campagne de communication sur un marché, même s'il est connu, etc. Moi, je trouve qu'il n'y a pas lieu, sur cette affaire, d'en faire un sujet. Et de toute façon, depuis le début de la mandature, dès lors que les écologistes engagent une action, il y a toujours une opposition, une contestation un peu caricaturale, un peu radicale. Bon, je trouve que là, honnêtement, c'est une crispation assez inutile, quoi. La campagne de communication, elle est forcément utile. C'est toujours utile de faire de la com, mais ça ne va pas résoudre leurs problèmes, tout simplement. Est-ce que c'est réellement un problème ? Il y a quelques habitudes qui vont être modifiées. Je ne vois pas la difficulté. Je pense que le problème des voies lyonnaises, qui est quelque chose d'intéressant, je pense qu'il aurait dû être réfléchi différemment. Quand on a tracé ces voies lyonnaises, tout droit, et on ne s'est pas posé la question de l'endroit où on pouvait passer. On a juste éventuellement des bas-ports sur lesquels on aurait pu passer. En plus, on fait quand même des doublons à peu près partout avec les pistes cyclables. On en a en haut, en bas, au milieu, etc. Je pense que la réflexion, c'est en amont qu'on aurait dû l'avoir sur où on peut passer pour être utile. Et je trouve que c'est une très bonne chose, ces voies lyonnaises, mais où on peut passer pour être utile et faire en sorte, effectivement, que ce soit un peu malin et qu'on soit obligé de tout bousculer. Après, j'entends qu'effectivement, ces commerçants sont des gens qui ont des privilèges, y compris des sales habitudes. Je n'ai pas parlé de privilèges. J'ai pas parlé de privilèges. Non, il y a des habitudes ancrées, mais c'est un privilège, de longue date, etc. Bon. C'est un privilège de pouvoir se garer en double fil, c'est-à-dire en respectant pas les règles et que personne ne dise rien, ça relève du privilège. C'est moi qui le dis là, que c'est un privilège. Donc j'entends tout ça et je suis pas un anti-piste cyclable. Je pense juste que essayer de dire on va sauver le monde avec une campagne de communication, ça ne répond pas à leurs problématiques. Après, les 5 semaines de travaux, oui, c'est normal, ça peut arriver chez tout le monde. Dès qu'il y a des travaux, c'est comme ça. Il y a des travaux partout dans la ville, ça casse les pieds de tout le monde. Un jour, on sera content que ces travaux soient faits. Ça, je peux tout à fait l'entendre. Quelqu'un veut conclure ? Oui, vas-y, je dirais un mot aussi. Non, mais je pense que en fait, c'est les polémiques qui, au final, vont servir les écologistes parce que ça met l'accent sur des situations. Ça fait une opposition qui est caricaturale, encore une fois. Et puis, au final, les Lyonnais vont se l'approprier parce que ces berges vont être agréables. Je parie que les stands des bouquinistes qui sont là, au contraire, ils s'arracheront dans quelques années parce que, normalement, ils vont devenir encore plus profitables. Donc, au final, c'est une opposition qui consiste toujours à venir défendre l'automobile coûte que coûte et puis à caricaturer la politique, même à mépriser les élus. C'est ça qui me dérange un petit peu dans vos réactions. Je pense qu'il faut quand même respecter les fonctions électives. On n'a pas... Non, mais des élus, c'est quoi ? Ils ont quoi ? On leur a donné un diplôme, on ne peut plus parler sur eux. Bah, tu me dis, je reviens dans 6 ans, je discute sur eux. Non. Mais il faut voir. Mais ces gens, c'était qui il y a 3 ans ? C'était personne. Avant l'élection, c'était personne. C'était quoi ? Comment ça s'appelle ? Disons, n'importe quel métier. Il n'a aucune connaissance sur l'élu, on ne peut rien dire. C'est-à-dire, du jour au lendemain, le mec, il s'est transformé en technicien super surdoué.
Moi, je suis un élu. Non, Il y a plein de sujets que je connais pas. Je suis désolé, tu m'aurais mis truc du patrimoine, j'aurais fait peut-être 10 fois pire qu'elle. Mais moi, à la différence, c'est que je suis capable de le reconnaître. Eux, ils font à peu près tout et n'importe quoi à tout moment dans un amateurisme le plus complet. On peut rien dire. Bah, tu me dis. Tu m'envoies une lettre, le jour où je peux parler, tu me mets au courant, d'accord? Je dis Non, mais simplement. je dis juste qu'il faut respecter les fonctions. Ah, d'accord. Démocratie. Donc, s'il a une fonction, on peut plus rien dire sur lui. Non, D'accord, on on peut peut pas dire que évidemment son poser- docteur, il est mauvais, parce qu'il a une fonction, il est docteur. Si ton docteur, t'es toujours malade au bout d'un mois, on peut rien dire sur lui, parce qu'il a une fonction de docteur. Ben, il faut nous mettre au courant, c'est tout. Je dis qu'au final, parce que c'est une musique qu'on entend beaucoup aussi dans l'opposition, ça servira aux écologistes parce que les Je Lyonnais, suis ce pas qu'ils dans vont constater l'opposition, au je les connais final, pas, ces gens. c'est que ça s'améliore, le cadre de vie s'améliore, qu'ils ne sont pas aussi caricaturels que le dit l'opposition. Et je suis à peu près convaincu que ce n'est pas comme ça que l'opposition arrivera à Tu reprendre. dis le cadre de vie s'améliore. Selon toi. À quel moment? Parce que quand on fait des sondages sur Lyon Mag, ils disent pas ça. Sur Lyon Mag, Vous les verrez- gens ils disent vous que... verrez la Quatsaune, vous verrez l'apaisement de la presqu'île. Oui, mais alors- vous verrez que personne Alors ne c'est dans un reviendra avenir. derrière. Dans un Oui, avenir, c'est ce tu que dis je dans dis. l'avenir. Non, tu dis Oui, le bien cadre de vie s'améliore. Tu parles de l'instant. Les Lyonnais Sur verront l'instant, on que voit le rien cadre du tout. s'améliore. Sur l'instant, on voit rien du tout. Ouais, Farid, je- quand plus personne viendra dans Lyon, Lyon sera apaisé, effectivement. Allez, Slim pour conclure et après on passe à notre deuxième sujet. Non, mais sur les accus, enfin les mauvais procès qu'on fait aux écologistes de façon permanente, sur l'amateurisme, là, et sur le sujet des bouquinistes, c'est classique. Dans toutes les villes du pays, dès lors qu'on vient changer quelques habitudes, il y a toujours quelques commerçants qui disent « ça va nous compliquer la vie ». Les commerçants sont inquiets, par nature. Et donc, il faut entendre l'inquiétude. Mais globalement, là, on ne peut pas dire que ce dossier a été mal géré de façon amateur. C'est pas vrai. Donc, sur ce dossier-là, je vois pas le sujet. Et donc, dire qu'ils sont amateurs parce qu'il y a quelques bouquinistes ou quelques Non, commerçants on parle pas de ce point-là. Non, par contre, ça fait un moment. Par quand contre, je même. rappelle juste un sujet. On est autour de cette table de quelques. On peut avoir un peu de mémoire. Je rappelle juste quand même que le premier mandat de Gérard Collomb, y compris à la moitié de son mandat, il y avait beaucoup de gens qui étaient dubitatifs aussi. Donc moi, je rejoins Raphaël sur le fait que faudra voir comment les Lyonnais vont s'approprier les aménagements qui vont être faits, etc. La presqu'île, les pistes cyclables, les voies lyonnaises. Les voies lyonnaises, tu dis que elles ne devraient pas passer par là, ou en tout cas, il ne faudrait pas les faire comme ça. Mais en fait, on ne fait pas des pistes cyclables en déviant les parcours. Il faut, Moi, je dis qu'elles sont doublons avec des choses le sujet, existantes. c'est que quand même, ces voies lyonnaises, moi je trouve que le projet est vraiment intéressant. C'est un projet qui est intuitif, parce que du coup, on a une vraie cartographie de pistes cyclables à l'échelle de la métropole, et qu'elles empruntent des axes structurants. Et donc c'est ça la logique de mobilité demain, c'est comment on fait des mobilités douces à partir d'axes structurants. Et là, la voie lyonnaise qui passerait tout le long des quais, ça a une logique, ça a sa cohérence. Donc voilà, après, qu'il y ait quelques commerçants qui viennent se plaindre, c'est somme toute assez habituel. Tout en faisant quand même doublon. Juste un petit mot quand même Oui, sur Gérard rapide, Collomb. Damien. Donc, vous avez cité un exemple, Gérard Collomb. Aujourd'hui, on dit c'est génial ce qu'il a fait, mais la confluence, il a fait un truc complètement raté. À Lyon, il a bétonisé toute une partie de la ville de Lyon. La mémoire collective, elle est très courte, mais on ne peut pas dire que le bilan de Gérard Collomb, ça soit génial de A à Z. Je rappelais l'ambiance au début du mandat de Gérard Collomb où Et donc les il y avait eu subies à l'époque, beaucoup elles sont d'articles toujours qui valables disaient aujourd'hui. La confluence, Allez, c'est raté. Exactement. Ne partons C'est pas la sur- droite, raté. la droite Non, non. focalisait ses critiques à l'époque sur les berges du Rhône en disant c'est une erreur, faut pas enlever les voitures, faut laisser des places de C'est vrai, stationnement, c'est etc. vrai, Tout à fait. Il y C'était avait une beaucoup erreur dit de la ça. droite. Si vous Et au plaît, final, messieurs, les Lyonnais ont fait un mais- choix mais la droite, au on scrutin qui a on suivi. fera le bilan de Gérard Collomb. Alors qu'il y l'autre avait jour. d'autres sujets sur Raphaël, lesquels vous pouvez attaquer, s'il vous notamment plaît. la bétonisation, je suis d'accord. Merci. Allez, passons à notre deuxième sujet, et un endroit où il n'y aura pas de voie lyonnaise avant longtemps, hein, c'est l'échangeur de Perrache, puisque cette semaine, la première réunion publique sur le devenir du bâtiment a été réalisée. Dès l'année prochaine, un chantier de 4 ans sera lancé pour transformer la verrue de Lyon. Des parkings vont sauter, la gare routière internationale va déménager et le bâtiment va s'aérer. Les écologistes misent sur une nouvelle offre commerciale, un toit-terrasse avec un jardin, pour encourager les Lyonnais à se réapproprier les lieux. Alors, est-ce que ce projet à 130 millions d'euros est le bon selon vous ? Alors que peut-être que le dernier espoir de détruire ce bâtiment reposait sur les épaules des écologistes. Farid. On ne peut pas détruire le bâtiment. Après, il faut qu'on soit clair, net. Ça, c'est de l'architecture. J'ai parlé avec des ingénieurs. Bon coup de dynamite, ça Non, marche. Hein. Oui, tu peux. Mais le problème, c'est... Je vais donner un exemple propre à chez moi. Je suis en train d'acheter une maison Ouais. et je veux enlever des murs. Je dis, c'est pas des murs porteurs. On m'a envoyé une équipe d'ingénieurs, mais enfin non, c'est pas des murs porteurs. À l'époque, mais aujourd'hui, ils sont devenus porteurs. C'est exactement la même chose avec cet échangeur. On enlève l'échangeur, vous avez le Rhône et la Saône qui rentrent directement dans Lyon. C'est devenu structurant. Tous les tunnels, ils tiennent le sol. Donc on ne peut pas le détruire. Ça, c'est déjà une première chose. On ne peut pas l'enlever sans que ça ne coûte pas 130 millions, ça coûtera des milliards.
Donc déjà, cette verrue, on va la garder. Donc ça va rentrer un petit peu dans le patrimoine, etc. Moi, l'erreur, c'est pas ça. Est-ce qu'on le garde ou on ne garde pas? On peut pas l'enlever. Donc on doit le garder. La question, c'est de savoir, c'est pas 130 millions pour nous. Ils l'ont donné au privé. En fait, on parlait de Gérard Collomb il y a 2 minutes. Le truc qu'il a fait avec Édouard Herriot, là, l'hôpital qui est devenu... Le Grand Hôtel Dieu. Le Grand Hôtel. Et ils ont fait exactement la même chose, les écolos. Ils leur ont jeté des pierres à l'époque sur Collomb. Non, il ne faut pas donner au privé. Ils ont fait exactement la même histoire sur cet échangeur. Ça va y avoir des hôtels et tout, l'ont donné sur 99 ans, etc. Il y a eu une négociation, mais franchement, entre des promoteurs qui sont surentraînés et une équipe d'amateurs qui n'y connaissaient rien encore il y a une semaine. Je pense que ceux qui ont fait une bonne affaire, c'est les promoteurs. Hein. Slim. Bon, là, il faut rétablir un peu la vérité. Pour le coup, les écologistes sur ce dossier, ils n'y sont pas pour grand-chose, parce que c'est un dossier qui vient de la précédente équipe. Et donc, on peut pas dire que les écolos ont filé le sujet au privé. C'est leur signature. Non, mais Ils ont dit oui. Non, mais d'accord. Ils n'étaient pas obligés de suivre. Ils ont un dossier, ils ne sont pas obligés de l'ouvrir, dire « Ouh, quelle belle idée !» Ils peuvent le fermer et dire « c'est de la merde !» C'est un projet qui a été initié par la précédente équipe, Ah oui, d'accord. lancé de longue date, et donc les écolos, d'une certaine façon, continuité politique, où globalement on a initié un projet. Voilà. Le sujet quand même, c'est que ce que tu dis, Farid, par rapport à, effectivement, si on devait détruire le centre d'échange de Perrache, ça coûte plus d'1 milliard. Ah. Ça coûte plus d'1 milliard. Il faut enterrer les autoroutes, la M6, la M7, où passent 40 millions de véhicules par an. Il faut enterrer le métro, il faut enterrer le tramway. Tout ça dans des marécages avec... Voilà, ça coûte 1 milliard. Qui a 1 milliard aujourd'hui à dépenser parmi les collectivités territoriales? Personne. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a un privé qui va mettre entre 100 et 150 millions d'euros. Et ben c'est la solution, voilà. Réadapter le centre d'échange, faire en sorte que ce soit plus fluide, assurer la couture urbaine entre le nord et le sud de la presqu'île, c'est la seule logique qui doit primer, parce que 1 milliard aujourd'hui, personne n'a les moyens de se payer la destruction du centre d'échange de Perrache, compte tenu des défauts structurels du bâtiment. Donc pour moi, c'est la seule solution qui pouvait assurer justement le réaménagement du centre d'échange de Perrache. Et est-ce que là, c'est pas l'erreur du coup combinée de Gérard Collomb et de Jean-Jacques Kéran de ne pas avoir fait ça sur la durée? Parce qu'effectivement, 1 milliard aujourd'hui, personne ne les a, mais sur 20, 30 ans. Le choix qui a été fait, c'était d'aménager la confluence, et donc la partie sud de la presqu'île. Pourquoi? Parce que oui, c'était compliqué de faire sauter l'échangeur de Perrache. Je rappelle que la M6, la M7, avant, c'était des autoroutes et donc qui appartenaient à l'État. Déjà, cette affaire-là a pris presque 15 ans pour pouvoir déclasser les autoroutes. On est dans un pays où, globalement, ce genre d'opération dure pendant des décennies et des décennies. Donc non, on ne peut pas dire que Jean-Jacques Kéran et Gérard Collomb ont raté ce dossier. À un moment donné, il faut aussi avancer, et sur ce genre de dossier, ça prend des décennies, et les collectivités ne sont pas les seuls décisionnaires. Il y a une gare, il y avait des autoroutes qui appartenaient à l'État, et donc à un moment donné, il y a des choses qui dépendent de nous, et puis il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Et donc il faut savoir faire avec ce qui ne dépend pas de nous, et donc là, il faut s'adapter et modifier le centre d'échange de Perrache tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire le corriger, l'ouvrir, c'est la seule logique. Après, on est dans des pays aussi qu'on part à 1 milliard et on finit à 7 milliards. Hein. Je ne sais pas combien il a coûté ce musée, mais on n'était pas parti sur ces chiffres-là. Donc si on part à 1 milliard, c'est sûr qu'on n'aura pas l'argent pour finir les travaux. On va se retrouver avec un truc bizarre. Par contre, moi, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire. Je dis que la négociation, s'ils ont négocié un tel tarif, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Mais après, je ne suis pas négociateur. Ils vous appelleront la prochaine fois. Voilà, c'est gentil. Damien, vous avez hâte de vous balader sur le toit de l'échangeur de Perrache? Oui, pourquoi pas. Ce qui est déjà possible aujourd'hui. Oui, personne ne le fait. Mais... Absolument. D'ailleurs, c'est très agréable quand on est là-haut. Il y a beaucoup de vent. Le premier article que j'ai fait quand je suis rentré au programme en 1993, c'était sur un jeune architecte qui avait pondu un projet justement pour la gare de Perrache. Et le projet qu'on retrouve aujourd'hui, c'est exactement celui-ci. Pourquoi ce projet n'avait pas abouti à l'époque et toutes les années d'après avec tous les maires? Parce que, de mémoire, il y a 11 propriétaires et 11 interlocuteurs différents, comme le disait Slim, l'État, la région, la ville, la SNCF, et que chaque fois que certains voulaient avancer, il y en a qui disaient moi, je n'ai pas les ronds pour l'instant. Donc je trouve très bien que ça avance. Je pense que la solution retenue est la meilleure, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas obligé de tout écrouler, et on va finalement avoir un passage, un lien nord-sud, qui fait que ça fait sauter une partie de la verrue tout en gardant ce monticule. Et finalement, à Lyon, on a des collines. Pourquoi on ne garderait pas une mini-colline sur la place Carnot? Je pense que c'est une bonne chose pour la confluence, pour le cours Charlemagne, qui est quand même encore coupé du monde, avec aussi les erreurs que j'évoquais tout à l'heure de cet aménagement de la confluence sans métro, etc. etc.
Donc moi, pour le coup, je ne suis pas critique du tout et je pense que bravo de prendre la décision et d'y aller alors que les autres ont eu toutes les difficultés et ont lâché prise. Je me souviens de Raymond Barre qui avait annoncé ça comme étant son projet principal et il a lâché l'affaire quasiment aussitôt parce qu'il s'est aperçu que c'était trop compliqué. C'est une bonne chose, je pense, pour la ville de Lyon. Raphaël, le mot de la fin? Oui, on peut regretter qu'ils perdent la main pour un siècle. C'est-à-dire que l'objectif qui était donné, on faisait rêver les Lyonnais en disant qu'on enlèverait cette autoroute, alors là pour l'instant on l'a déclassée, mais elle passe toujours, et qu'on pourrait récupérer cette continuité urbaine. Là, on le cède au privé, dans un modèle qu'ils avaient quand même effectivement critiqué, c'est-à-dire le modèle Colomb qui consiste à faire financer par le privé en échange de la création de centres commerciaux en centre-ville, et donc mettre en difficulté le commerce de proximité. Ils se défendent de faire un centre commercial. Bah, le terme ne leur plaît pas. Oui, bien sûr, mais après, on le verra à l'usage, parce que en fait, comme c'est sur un siècle, ils ont négocié effectivement que ce soit justement pas des enseignes de luxe encore dans la presqu'île, mais on verra ça, on le verra à l'usage, parce que quand on cède un bâtiment comme celui-là, les locataires ils peuvent changer. Et donc on verra quel type d'enseigne on aura dans le temps. Donc on peut regretter le modèle économique comme le fait que ce soit figé pour 100 ans, mais effectivement je suis d'accord pour dire qu'on peut leur reconnaître qu'au moins ils ne nous ont pas bercé d'illusions, ils n'ont pas fait de la démagogie comme leurs prédécesseurs en disant qu'ils allaient faire sauter, et au final ils ont enfin pris une décision. On attendra quand même les premiers coups de pioche, parce que le chantier avait déjà été annoncé sous Colomb-Kéran et ça n'a jamais été le cas. Après, les communes, ils savent rien construire. Nous, à Vénissieux, un immeuble miroir, je ne sais pas si vous avez entendu, personne ne connaît, ça a coûté des centaines de milliers d'euros. À Vénissieux, là, c'était un promoteur qui devait fabriquer un immeuble à l'entrée de la ville, etc. La mairie a dit non, on est meilleur, c'est nous qui récupérons le chantier. Ils l'ont récupéré en 2014. Il est sorti en 2022. Et il est vide. Il y a la Sacoviv qui s'est installée, tout le reste de l'immeuble est vide. Ils ne savent pas faire. Les communes ne savent pas faire. Donc tant qu'à faire, autant le donner à un promoteur qui a un peu les connaissances et qui a peut-être un peu les moyens, quoi. Bon, en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. Dernier thème de l'émission, parlons de Laurent Wauquiez, qui est de plus en plus critiqué et esseulé à la région. C'est la guerre ouverte avec son opposition de gauche. Il s'est fâché avec tous les dirigeants des grandes villes et métropoles d'Auvergne-Rhône-Alpes, y compris Saint-Étienne, et il est désormais accusé par certaines communes de jouer la montre et de ne pas verser des subventions promises. Laurent Wauquiez est clair, il se prépare à la présidentielle 2027. Alors peut-il jongler avec les deux casquettes, ou bien ce jeu est dangereux? Slim, peut-être pour commencer. Laurent Wauquiez se prépare pour la présidentielle pas depuis hier, depuis très longtemps. Quand il a repris les rênes du parti avant les élections européennes, il pensait déjà à la présidentielle. Donc cette affaire-là, elle n'est pas nouvelle pour Laurent Wauquiez. On sait très bien qu'il est projeté tout entier vers l'Élysée un jour. Est-ce que ce sera 2027? Est-ce que ce sera plus tard? J'en sais rien. Mais globalement, on ne découvre pas que Laurent Wauquiez a des ambitions nationales. Bon. En revanche, ce que l'on découvre aujourd'hui de façon évidente, c'est que la soi-disant région la mieux gérée de France, puisqu'elle est autoproclamée région la mieux gérée de France, elle a du mal à payer ses factures. C'est la stricte réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Laurent Wauquiez n'est pas en capacité de payer les factures de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc l'ensemble des collectivités, des villes, des agglos, etc., qui adressent aujourd'hui la facture à Laurent Wauquiez en disant « Monsieur Wauquiez, votre région s'est prononcée, a signé les conventions, a voté un certain nombre de délibérations destinées à financer un certain nombre d'aménagements dans les territoires, etc. Merci de payer. » Et aujourd'hui, ils refusent de payer. Pourquoi? Parce que la trésorerie de la région, la capacité de payer de la région est complètement obérée. Voilà. Et c'est ça la réalité qu'on découvre aujourd'hui. Le stock d'autorisation de programme, et ça il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que ça c'est Jean-François Debat qui l'avait révélé lorsqu'il était le leader de l'opposition sous le précédent mandat, le stock d'autorisation de programme, c'est-à-dire les crédits qu'on engage de façon pluriannuelle pour financer les opérations, il a explosé. C'est-à-dire que la totalité des capacités d'investissement sur la durée du mandat de la région, il est déjà engagé. Donc aujourd'hui, Laurent Wauquiez, il promet beaucoup et il ne peut pas payer. Et aujourd'hui, on a y compris des villes proches, des villes LR, qui adressent les factures à Laurent Wauquiez, et la région ne paye pas. C'est le cas de Bourgoin-Jallieu, c'est le cas d'un certain nombre de villes, c'est le cas pour les métropoles, Saint-Étienne c'est 26 millions, pour l'ensemble des métropoles c'est 70 millions, sur Bourg-en-Bresse c'est 5 millions, etc., etc., etc. Et donc on a une vraie difficulté aujourd'hui face à une région qui se retrouve dans l'incapacité d'honorer ses propres engagements, y compris par le vote de l'Assemblée régionale, parce que tout ça a été engagé nécessairement par des votes, et on a une région qui n'honore plus ses engagements. Et donc avec des collectivités qui ne savent plus comment
réaliser les projets, et donc qui devront faire sans la région le plus souvent aujourd'hui. Donc on est face à une région qui, de facto, on découvre que cette région n'est pas une région bien gérée d'un point de vue budgétaire, et l'ensemble des factures qui arrivent là le démontrent. Raphaël ? C'est très bien dit, j'ai quasiment rien à ajouter. C'est vrai que Laurent Wauquiez, on sait qu'il se prépare à la présidentielle, mais il a quand même peur de l'obstacle. Parce qu'effectivement, il était à la tête du parti, il a perdu les européennes, il s'est retiré. La droite cherchait un candidat la dernière fois, il aurait pu y aller. La droite cherche un leader aujourd'hui, il n'y va toujours pas. Il voulait laisser passer l'épisode de la réforme des retraites, parce qu'il ne veut pas s'exprimer, il ne veut pas s'abîmer dans la réforme des retraites, il ne veut pas s'abîmer dans les prochaines européennes. Alors, il est très fort en communication. Le dernier contrat de plan État-région, pour ce qui est de la métropole, affiche que ça y est, la région va investir 500 millions d'euros dans l'agglomération. Ça fait tousser tout le monde parce que, comme vient de le dire Slim, déjà la région ne paye pas les engagements précédents. Et puis dans les 500 millions, quand on regarde, en fait, il y en a 200 millions qui sont déjà à la métropole, il y en a 150 qui sont à l'État. Dans ce qui reste d'avancé par Laurent Wauquiez, il y a le musée des tissus, il y a en fait des projets qui étaient déjà engagés et qui sont très proches de la région. Et ce qu'on dit du côté de la métropole, c'est bien, il a mis 2-3 choses. On a été obligé d'accepter parce que voilà, c'est l'histoire d'une négociation. On espère quand même qu'il va effectivement payer ses factures. Damien ? Oui, alors moi je ne connais pas suffisamment les finances de la région, mais effectivement j'ai lu ici ou là qu'il ne payait pas toutes ces factures, avec quand même une explication de la part de la région en disant il nous manque des documents, etc. J'ai du mal à comprendre. Ça, c'est pas exact, Damien. C'est vraiment vraiment pas exact, c'est pas possible. C'est pas ce que je défends, c'est ce que j'ai lu dans la presse. Je lis pour essayer de me renseigner. Donc honnêtement, je ne peux pas juger du bien fondé de ça ou pas. Je ne peux pas ni critiquer, je ne peux pas prendre de position. Sur ce qui est de son éventuelle candidature à l'élection présidentielle, j'ai du mal à comprendre son fonctionnement. On attend de la part d'un élu des prises de position. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Et moi, aujourd'hui, les prises de position de Laurent Wauquiez, je ne les vois pas. Et notamment dans le domaine de la réforme des retraites, j'aurais bien voulu les voir. J'aurais bien voulu qu'il prenne une vraie position pour savoir si effectivement il était pour, s'il était contre. Après, dans le débat sur les retraites, il y a 10 000 choses à dire, mais je m'intéresse à la politique, je m'intéresse à ce qui se passe à droite, et je ne l'ai pas trouvé audible là-dessus. Je pense que c'est une erreur stratégique. Alors, désolé de donner des conseils à Laurent Wauquiez, mais quand on veut se faire repérer par des électeurs, on prend des positions fortes. Or là, effectivement, les positions, je ne les vois pas. Donc j'ai du mal à comprendre, et donc ça me a un petit doute chez moi. Est-ce qu'il a vraiment envie d'être candidat à l'élection présidentielle ? Pour moi, j'aurais tendance à dire non. On verra. Farid, pour conclure ? Raphaël disait que Laurent Wauquiez était bon en communication. Alors, pour moi, vraiment pas. Il a un souci de communication, ce monsieur. Là, on parlait la dernière fois sur Grégory Doucet, qui s'était candidaté 3 ans. On trouvait que c'était déjà long. Laurent Wauquiez, ça fait 4 ans. Et c'est même pas lui qui a fait sa candidature, c'est Éric Ciotti. Donc à partir de là, quoi qu'ils disent, on va dire que c'est pour l'élection présidentielle. Quoi qu'il fasse pas, on va dire que ça va être la région. Le mec, il est coincé, il est pris de tous les côtés. Autant je peux dire que Grégory Doucet ne sera pas maire en 2026, autant je peux dire que Laurent Wauquiez ne sera pas non plus président en 2027. Si je peux rajouter un mot, ce qui est clair, c'est que Laurent Wauquiez a toujours dit que ce qu'il ferait à la région Auvergne, ce qu'il fait à la région Auvergne-Rhône-Alpes est un modèle pour la France. C'est-à-dire, en clair, c'est ce que je fais de façon réduite dans ma région, je suis capable de le faire au niveau national demain. On voit bien que il n'est plus le partenaire des collectivités territoriales puisqu'il ne paye plus les factures. Voilà, ça c'est une première chose. Alors, est-ce que d'un point de vue légal, il est obligé de les payer, ces factures ? Ça, on verra. Il y a des contentieux qui se préparent, il y a des contentieux qui sont engagés. Moi, je ne me prononce pas là-dessus. On constate simplement qu'il ne paye plus ses factures. Alors même qu'il y a des engagements, il y a des votes, et la région s'était contractuellement engagée avec la signature de Laurent Wauquiez. Et par ailleurs, au-delà de cet aspect-là, où il ne paye plus ses factures, et donc ça interroge sur la façon dont la région est pilotée d'un point de vue budgétaire et financier, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes en matière de grands projets structurants ? Parce qu'il n'assume pas non plus ses compétences. Sur le ferroviaire, il n'y a pas grand-chose. Sur le Lyon-Turin, il n'avance pas. Sur les accès français au Lyon-Turin, qui est une nouvelle ligne ferroviaire entre Lyon et Saint-Jean-de-Maurienne de 140 km, il n'a pas avancé. Sur un certain nombre de dossiers d'infrastructures majeurs pour la région, il n'a pas avancé.
Et donc, si demain, on a un responsable politique qui nous dit ce que je veux faire dans ma région, c'est-à-dire pas grand-chose, je le projette au niveau national, ça pose question quand même sur la stratégie de Laurent Wauquiez, au-delà de l'aspect politique, de non-positionnement sur la réforme des retraites, etc., où en effet, il a été silencieux. Après, d'un autre côté, si chacun de ses repas, c'est 1 000 €, il ne doit pas rester grand-chose derrière. Hein. Il y a quand même une différence entre pas payer ses factures et pas payer quelques factures. Je travaille dans une collectivité et je vois quand même que la région paye une partie de ses factures. On ne va pas commencer à dire que Laurent Wauquiez a déposé le bilan et qu'il n'y a plus un radis et qui est distribué. C'est un mensonge. Ensuite, sur ce que ne fait pas, sur ce que fait Laurent Wauquiez, c'est toujours facile de parler de ces infrastructures qui nécessitent des millions d'euros d'investissement, mais on ne parle pas de tout ce qu'il fait dans le domaine du développement pour le loisir, pour l'agriculture, etc. Il fait quand même beaucoup de choses, Laurent Wauquiez. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais on ne peut pas dire qu'il s'est arrêté de bosser depuis qu'il est élu et que c'est la banqueroute. Parce que là, quand on vous écoute, alors là, c'est la caricature absolue. Laurent Wauquiez a craqué la banque et Laurent Wauquiez en fout plus une et maintenant il est parti en week-end, quoi. Je ne peux pas laisser dire ça. Je ne suis pas là pour défendre Laurent Wauquiez, mais il y a quand même des limites, quoi. Là, on est dans la caricature. On dirait moi quand je parle du maire de Lyon, quoi. Il y a des limites quand même. Raphaël, vous vouliez rajouter quelque chose et on termine. Ce qui est sûr en tout cas, c'est on a beaucoup reproché à Emmanuel Macron de ne pas savoir créer du consensus autour de sa réforme des retraites, travailler avec l'opposition, avoir une démocratie apaisée. J'ai assisté un petit peu au conseil régional la semaine dernière. C'est pas Laurent Wauquiez qui a la solution. Dans le rapport avec ses oppositions, et dans l'attitude, on n'est pas quelqu'un qui est à même de rassembler l'Assemblée nationale telle qu'elle est aujourd'hui. Pire que ça, Raphaël. Le principe politique, le principe de vie de Laurent Wauquiez, c'est qu'il ne vit que sur des oppositions. Les ruraux contre les urbains, les chasseurs contre le reste du monde. Il ne vit que par le clivage permanent qu'il construit lui-même. Et donc ça, c'est un problème pour demain diriger éventuellement le pays. On ne peut pas vivre sur des clivages permanents, les quartiers populaires contre les villes moyennes. C'est ça Laurent Wauquiez aujourd'hui. Hein. La vision politique du monde politique de Laurent Wauquiez, c'est des clivages permanents et des ruptures entre des mondes. Il ne crée pas de consensus et il ne fait pas de lien, lui, entre les différentes catégories de la société française. Il les clive. Il est à l'image du maire de Lyon, moi, mais dans le sens inverse. Je n'ai pas le souvenir que Jean-Jacques Caran était quelqu'un qui a ouvert grand les bras à tout le monde en disant « je vous aime et je vous écoute toute la journée ». On n'avait pas ces clivages-là. On n'avait pas ces clivages précédents. On n'avait pas ces clivages. On n'avait pas ces clivages, ces oppositions très fortes. Parce que Jean-Jacques Caran était un peu moins dur dans sa prise de parole, mais le système était exactement le même. Et il honorait ses factures. Allez, je mets un terme au débat parce qu'on a pas mal dépassé au niveau du temps. L'actualité continue sur lyonmac.com et on se retrouvera bien sûr la semaine prochaine.